plaisir d'interviewer Christophe Monguet, PDG de l'USM, une agence de joueurs de football professionnels. Donc Christophe, bienvenue sur le podcast. Merci à vous. Très bien, donc Christophe, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est déjà parler de ton parcours professionnel, et ensuite on va parler donc de ton métier d'agent. Ça te convient? Avec plaisir. D'accord, donc est-ce que tu peux commencer déjà par nous parler en fait de ton parcours professionnel et comment tu es devenu agent de joueur? Bien sûr. Écoutez, moi j'ai toujours été passionné de football depuis mon plus jeune âge. Je suis un petit peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite football quand je suis né, je parle. Donc je suis tombé dedans vraiment quand je suis né. Ensuite, j'ai fait ma scolarité, etc. Et j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête l'idée de travailler dans le football. Alors je ne savais pas encore quand j'avais 12, 13, 14 ans comment, pourquoi, à quel endroit, mais j'avais dans la tête de travailler dans le football. En 1989, je suis rentré au journal Le Provençal comme correspondant de presse. D'accord. Et j'ai commencé donc à travailler au service des sports du Provençal. Et donc je suivais des matchs de National 2, National, voilà. Et donc ça a commencé comme ça. J'étais pigiste ensuite pour plusieurs journaux comme France Football, etc. Et tu as fait ça pendant combien de temps? Pendant combien d'années? Comment? On a fait ça combien de temps en tant que journaliste en fait? Écoutez, j'ai été journaliste de 89 à 98, 99, une dizaine d'années. Ah d'accord. Voilà, une dizaine d'années pour me payer les études. Parce qu'en parallèle, je faisais mes études. Donc ça me permettait de financer ma scolarité. Et donc, voilà, je finançais ma scolarité avec le journal. Le Provençal ensuite est devenu, il y avait deux journaux, le Provençal et le Méridional, ils ont fusionné et c'est devenu La Provence. Et donc j'ai travaillé pour La Provence au service des sports à Vitrolles, à Martigues, à Istres, et je suivais donc les clubs de ce côté-là, qui sont devenus par la suite des clubs qui ont joué en National ou en Ligue 2. Et donc je me suis fait un petit carnet d'adresses à ce niveau-là. De temps en temps, j'allais voir aussi les matchs de l'OM, donc je connaissais pas mal de joueurs. Et donc, dès que j'ai terminé ma scolarité en 1998, j'étais à Kedge à Marseille. J'ai fait un management international, un master spécialisé en management international. D'accord. Et dès que j'ai terminé ma scolarité en 98, j'ai créé la société sans attendre immédiatement. Et j'ai eu ma licence d'agent en 1999. Voilà. Donc juste après la Coupe du Monde, après que les Français gagnaient la Coupe du Monde. Exactement. En 98, j'ai créé la société. En 99, j'étais agent. Et je m'étais fait un petit réseau parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé donc, dans la presse. Ouais. Et donc, je m'étais fait un petit réseau. Et ça a commencé comme ça. J'ai obtenu la licence en 99. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler avec les joueurs de Istres et de Martigues. Et puis, j'en ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu trois. Puis, les joueurs d'Istres et de Martigues sont partis dans des clubs, etc. Et petit à petit, ça a débuté comme ça. Voilà. Très bien. Voilà, c'était pas facile au départ parce que ça demande beaucoup d'investissement, de temps, etc. Mais j'ai débuté de la sorte. Et justement, je disais dans un autre interview que tu avais fait que le métier d'agent, ça peut coûter très cher en termes de frais de déplacement. Enfin, ça paraît pas, mais si tu n'as pas les moyens financiers pour supporter tes déplacements, etc., tes frais, ça peut être compliqué pour quelqu'un qui débute, j'imagine. Alors, moi, au début, j'avais aucun moyen financier, donc j'ai fait des crédits. J'ai fait des crédits de tous les côtés. À tous les organismes de crédit, j'ai fait des crédits pour pouvoir me déplacer. D'accord. J'avais une vieille 205 et je roulais 150 000 km par an. Ah ouais? Ah ouais, 105. J'étais tout le temps sur la route, dans la voiture. Elle prenait l'eau quand il pleuvait, il y avait de l'eau partout. J'avais pas d'argent pour me payer les hôtels, donc je dormais dans les gares parce que c'était chauffé. Ou dans la voiture, donc c'était très difficile parce que ça demande de l'argent, parce que si tu veux signer des joueurs de Nantes, moi j'habitais Marseille, donc il faut faire à Marseille, Nantes, et puis tu le fais 2, 3, 4, 5 fois. Tu dois payer à manger aux joueurs, tu dois payer les déplacements. Après, il faut réussir à signer le joueur, et puis ensuite, il faut quand même continuer à maintenir la relation pour pouvoir espérer que le joueur perce. Et le transférer ou faire une prolongation. Donc ça demande pas mal d'argent au départ, au moins pour tenir 3-4 ans.
Et en se disant, pendant 3-4 ans, j'investis du temps, j'investis de l'argent pour pouvoir signer des joueurs et espérer avoir un retour sur investissement. Mais oui, au départ, ça demande de l'argent. J'imagine, ouais. Et tu peux nous parler justement plus de ton agence que tu as créée, l'USM. Déjà, pourquoi tu as appelé ça l'USM? Est-ce que c'est l'USM? Ça me fait un peu penser à l'AS Monaco, bizarrement. Non, pas du tout. En fait, j'ai appelé USM parce que ça voulait dire Union Sport Management. Ah, d'accord. Et donc, c'était le diminutif. Donc, après, USM, c'est devenu... Au départ, c'était groupe USM. Ensuite, c'est devenu USM Football. D'accord. Voilà. Donc, mais c'était pour ça, Union Sport Management. Bon, on a géré la carrière depuis 98 de centaines et de centaines de joueurs. Et déjà, c'est impressionnant. Ouais. Et tes joueurs, ils sont basés surtout dans le championnat français, aussi à l'étranger, en Angleterre, un peu partout? Non. On a géré la carrière de Touré, de Yepes, de Néné, de Sana, de Kanouté, de Mathieu, de Koulibaly, Adriano, de Sagna, de Song, Pento, Ndiaye, Lemoine, Danzé, des centaines et des centaines de joueurs. Et on a réalisé depuis 1998 ou 99 plus de 1400 transactions. C'est assez conséquent. Ouais, plus de 1400 transactions. Cette année, on en a réalisé par exemple 70. Moi, j'ai l'habitude de dire, on est comme un chirurgien qui a fait 1400 opérations du genou. Ouais. Quand on parle de football, on sait de quoi on parle. Oui, 400 transactions, 70 cette année. Et pour répondre à votre question, on a à peu près 50% de joueurs qui sont des joueurs qui jouent dans le championnat français et 50% de joueurs qui jouent à l'international. D'accord. On a des succursales un petit peu partout dans le monde. On a des succursales en Suisse, en Roumanie, au Portugal, en Irlande, en Espagne. Donc, on est vraiment présent partout. Et honnêtement, pour les joueurs qui veulent se développer et avoir une carrière internationale, ou pour les investisseurs qui veulent acheter des clubs de football ou investir dans le football, je pense que nous sommes vraiment l'agence idoine. Voilà. D'accord. Et en général, quand tu fais des deals avec des clubs pour des joueurs, tu deals surtout avec le directeur sportif ou j'imagine l'agent aussi du joueur? C'est qui en fait en général un interlocuteur dans les clubs en général? Alors l'agent du joueur, non, parce que l'agent du joueur, c'est moi. Ouais. Donc on ne deal pas avec les autres agents de joueurs. Alors dans les clubs, en général, pour la partie technique, on discute avec le directeur sportif. Ouais. Et ensuite, ça dépend des mentalités et des clubs. Ensuite, concernant la négociation financière, c'est des fois avec les présidents, des fois avec les directeurs généraux ou des fois avec les directeurs sportifs. Ça dépend vraiment des pays, des clubs. Voilà. Il n'y a pas de règle, mais c'est ou le président, ou le directeur général, ou le directeur sportif. D'accord. Concernant les discussions financières à proprement parler. Alors justement, nous, on travaille surtout avec le staff médical, entraîneur athlétique, ce qu'on appelle directeur sport science de réhabilitation. Et je sais que souvent, au moment des transferts, le joueur, quand il arrive dans un nouveau club, il y a une évaluation au niveau médical. Mais j'imagine que toi, tu travailles moins, comme tu disais, avec ces gens-là, le staff médical, et plutôt avec le président ou dans d'autres postes en fait. Alors, oui et non. Oui, parce que les négociations financières, c'est pas avec le staff médical, mais c'est avec les décideurs. Par contre, aujourd'hui, tout ce qui est médical, tout ce qui est data, tout ce qui est nouvelles technologies, alors moi, je suis très, très friand de ces choses-là depuis très longtemps, parce que je suis un grand fan de la NRL, et c'est eux qui ont, au début, développé tous ces outils-là. Avant National Rugby League, tu veux dire? Exactement. La NRL, avant les US, ça peut paraître... Tu as raison, mais tu as raison, ouais. Ils étaient précurseurs là-dedans. La NRL, je suis un grand fan et j'ai toujours regardé ce qu'ils faisaient. Et ensuite, les sports US ont emboîté le pas et maintenant les sports européens. Je suis très très fan de tout ce qui est data, données, etc. Et de plus en plus, il faut être honnête, dans les clubs de foot, les clubs se penchent sur les data, les données, tout ce qui est nouvelles technologies et tout ce qui peut permettre d'éliminer un petit peu, de gommer les incertitudes. Voilà. Tu as raison, ouais. Au passage, la NRL, on travaille avec la National Rugby Player Association et notamment des clubs de NRL. J'ai un bon ami à moi qui est entre prépa physique
d'un des clubs là-bas justement. Et tu as raison, je me souviens que la NRL était un des premiers clubs à montrer le rythme cardiaque des joueurs. Exactement. Et des coachs à la télé, ce qui était hallucinant. Et même aux États-Unis, au jour d'aujourd'hui dans la NFL, tu vois pas ça, ça n'existe pas. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. D'ailleurs, si tu vas sur le site nrl.com, je pense que ça doit être nrl. Ils ont tout un tas de stats pour chaque joueur, c'est impressionnant. Je veux dire, il y a des stats partout, celui qui court le plus de mètres, celui qui fait le plus de passes, celui qui fait le... Mais il n'y a pas 3 stats, il y en a peut-être 40 ou 50. Et ça, c'est que les stats visibles. Ce n'est pas les stats que les clubs ont sur leurs propres joueurs. Ça, c'est les stats où tout le monde peut avoir accès. Public, exactement. Ouais. Donc, je te laisse imaginer le nombre de stats qu'ils ont privés pour développer le joueur. Complètement. Et moi, je peux te dire, pour travailler avec des équipes dans ce championnat-là, comme tu dis, ils sont très, très friands des technologies. Très friands. Mais quel est ton point de vue, par exemple, de la Ligue 1 sur l'outil des technologies? Moi, je travaille avec pas mal d'équipes NBA, MLS, NHL, etc. Je travaille aussi avec des clubs par exemple, de la Liga ou de Première Ligue. Quel est ton sentiment des clubs de Ligue 1, par exemple, en termes d'adoption des technologies, notamment dans la performance? Ils y viennent de plus en plus. Hein. Il y a des clubs qui ont, par exemple Toulouse, l'an passé, ils étaient à la pointe des data. Ça leur a permis de monter de Ligue 2 en Ligue 1. Alors après, en Ligue 1, c'est plus difficile parce qu'il faut des budgets supérieurs pour acheter des meilleurs joueurs, etc. Mais de plus en plus, les clubs ont accès aux données, aux data, aux performances physiques des joueurs, etc. Ils sont de plus en plus friands de ça. Vraiment, vraiment de plus en plus. En tout cas, c'est bien à entendre. Tu vois, j'ai suivi il n'y a pas très très longtemps un club de Toulouse dans le rugby que tu dis, ouais, tu dois savoir qui c'est, justement hier. Et c'est vrai que ça grandit de plus en plus. En fait. Je pense que l'appétit en termes de technologie. Alors après, nous, on est exposé à des technologies, je dirais, plus émergentes. Par exemple, un patch qui mesure l'hydratation ou le taux d'électrolyte. Je pense que la plupart des clubs en L1, à mon avis, ne doivent pas être trop exposés à ce type de choses. Mais en tout cas, je suis content de... Ouais. Honnêtement, je ne sais pas, mais... Regarde, nous, on a tous nos montres connectées aujourd'hui. Ouais. On sait le soir si on a bien dormi, pas bien dormi, combien d'énergie on a dépensé. On connaît notre VO2 max. Nous, qui sommes des amateurs. Donc, j'imagine que pour les professionnels qui sont des Formule 1, c'est des voitures de course, il faut 10 fois plus de données. Je veux dire, plus on a de données et plus ça va nous servir. Après, un joueur de foot, ça reste un joueur de foot. S'il a 800 données mais qu'il ne sait pas faire une passe, ça va pas matcher. C'est clair. Au départ, il faut qu'il soit un très bon joueur de foot et après il faut que ça soit un athlète. Aujourd'hui, c'est capital. Complètement, ouais. Luder, c'est ma prochaine question. Est-ce que toi, parmi tes 100 joueurs que tu le disais... Non, on en a 150 de joueurs. D'accord. Donc, parmi tes 150 joueurs, est-ce que tu as des joueurs qui sont très, très portés sur la technologie et qui utilisent ça justement pour améliorer leur performance, améliorer le sommeil? Complètement. Ça s'est développé il y a 6-7 ans. Il y avait surtout à l'époque des outils de récupération au niveau des kinés, etc., autour des cuisses, autour des mollets, autour des genoux. Ouais. À l'époque, c'était vraiment des outils de récupération et des outils de prévention de la blessure avec les électrodes, etc. Maintenant, il y a des joueurs qui font attention à tout, quoi. Si le soir, le rythme cardiaque a battu, j'en sais rien, à 48 alors qu'il devait être à 42, ils sont inquiets. Ils vont questionner pourquoi, comment, etc. Parce que les joueurs, la plus grande peur du joueur, c'est la blessure. Ouais. Donc, plus ils sont informés sur leur corps, parce que leur corps, c'est leur armure, c'est leur protection. Et mieux c'est, il y a des joueurs qui sont vraiment extrêmement friands de toutes ces choses-là. D'accord. En tout cas, nous, on espère d'être plus impliqués au niveau des joueurs, parce qu'en général, on travaille surtout avec le staff médical, performance des équipes. Donc, c'est intéressant justement que tu parles de ça. Un autre truc que tu avais dit l'autre jour. Après, c'est aussi aux équipes, aux staffs médicaux de sensibiliser les joueurs sur la question. Hein. Exactement. Voilà. Après, il faut les éduquer aussi, les joueurs. Ils ne sont pas tous au départ friands de ces choses-là, mais si on leur explique avec pédagogie les avantages que ça peut avoir, et les joueurs également, ils vont s'y intéresser. Il faut aussi leur mettre le doigt dessus. Hein. Exactement, et on voit surtout beaucoup de ça. Par exemple, on travaille pas mal d'équipes en Major League Soccer aux États-Unis. Comme tu dis, en général, quand tu leur demandes par rapport aux technologies, dis-moi, ce que je fais, c'est que j'éduque les joueurs. Je leur montre pas seulement
il faut utiliser ça, mais il faut leur expliquer pourquoi, quel sera l'avantage pour eux d'utiliser cette technologie. Évidemment, évidemment. Et après, ils sont forcément, s'ils comprennent, ils vont être plus enclins à utiliser ça, s'ils comprennent les bénéfices. Totalement, je suis complètement d'accord avec toi. Ok. Alors, il y avait un commentaire que tu avais fait, je crois, dans une autre interview, c'était que tu disais quand tu avais débuté, il y avait à peu près 20 agents de joueurs en France, et maintenant tu en as 10 fois plus, grosso modo 200. Et que c'est très Aujourd'hui, je ne sais pas, la Fédération française, il y a peut-être 400 ou 500 licenciés. Ah d'accord. Licenciés, hein, je ne parle pas des cousins, des frères, des oncles, des copains, des copines, du papa, de la maman, de l'éducateur qui veulent tous être agents parce qu'ils pensent qu'ils ont tous le futur Mbappé. Je ne parle pas de tous les pseudo-agents qui grouillent sur tous les terrains de foot dès que les petits ont 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, c'est un métier où c'est très très difficile d'exister. Je ne vais pas dire impossible, mais c'est très 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 difficile. Un jeune qui débute aujourd'hui, c'est la jungle, quoi. Il y a de tout. Hein. Aujourd'hui, il y a 500 agents licenciés, il y en a 1000 non licenciés, il y a les parents, les cousins. Enfin, je veux dire, le nombre de joueurs pro entre aujourd'hui et il y a 20 ans, c'est le même, quoi. On va dire qu'il y a 30 joueurs par équipe. En France, avec les jeunes, ça fait 50 joueurs. Et il y a 40 équipes pro, quoi. Il y a 2000 joueurs pro en passe de le devenir. Et il y a plus d'agents ou de pseudo-agents que de joueurs. Donc, c'est très compliqué. Hein. Par exemple, quand tu prends, je crois, justement, tu me fais penser à la mère du joueur de la Juventus français. Adrien Rabiot. Voilà. Donc, qui a été justement un peu dans les médias. Bon, il y a eu pas mal d'histoires à ce niveau-là. C'est un exemple classique d'une personne de la famille qui est devenue agent. Finalement. Oui, mais alors la maman d'Adrien Rabiot, elle est agent uniquement de son fils. D'accord. Et Adrien Rabiot, il joue en équipe de France, donc c'est les clubs qui viennent chercher Adrien Rabiot. Pour Adrien Rabiot, pour Mbappé, c'est les clubs qui viennent les chercher et il suffit de savoir, entre guillemets, bien négocier et être bien entouré. Mais le travail d'un agent, c'est aussi pour les joueurs en difficulté qui n'ont pas de club. Leur trouver des clubs, leur chercher des clubs. Ce n'est pas que les joueurs de l'équipe de France, c'est aussi des joueurs qui jouent en 2e, en 3e division, qui se retrouvent sans club. Et être là et avoir le réseau nécessaire. Nous, on a 25 000 contacts pour leur trouver des clubs. Je veux dire, ce n'est pas le même métier en fait. Nous, notre métier, c'est de s'occuper de joueurs internationaux comme Adrien Rabiot, mais c'est aussi de s'occuper de joueurs qui sont en 1e, en 2e, en 3e division, qui sortent de blessures et de ne pas les abandonner au bord de la route. J'imagine, oui. Notre process, c'est aucun joueur sans club. On ne veut pas qu'on ait un joueur sans club. Ça, c'est impossible. Donc, entre le joueur qui est international et où tous les grands clubs européens appellent la maman et entre ce que nous, on fait, je veux dire, nous, il faut qu'on sache faire ça et le reste. C'est complètement différent. D'accord. Et justement, je crois que l'UNFP, par exemple, s'occupe notamment des joueurs qui sont sans club. Et tu travailles avec l'UNFP, par exemple ou... Alors, on ne travaille pas avec l'UNFP, mais on a des joueurs qui, lorsqu'ils se retrouvent sans club en mai ou en juin, vont faire des stages à l'UNFP qui leur permet de rencontrer des équipes, etc., qui leur permet de rester en forme. Donc ça, c'est bien, c'est complémentaire de ce que nous on fait. D'accord. Très bien. Une autre question un peu qui m'a j'ai remarqué ça parce qu'on traque notamment la valeur des joueurs, des transferts. Je crois que sur les même plus de 12 derniers mois, la valeur des joueurs, notamment tu vas de Haaland à Neymar, a baissé de façon assez impressionnante en fait. Et donc, quelle est selon toi un peu la raison de la baisse de la valeur marchande des joueurs en fait sur les 1 ou 2 ans en fait? Je pense que la valeur marchande, moi je ne suis pas d'accord avec cette analyse, elle augmente chaque année. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre de transactions. Si on prend les milliards de transactions, je crois que sur les 10 dernières années, on est en constante évolution. Haaland, il avait une clause dans son contrat, il avait une clause libératoire, donc Man City a payé la clause ou un peu plus. S'il n'avait pas eu la clause, il aurait été payé bien plus cher. Ensuite, Mbappé, il était libre, lui, donc lui, il n'y a pas eu de transfert. Mais s'il avait dû avoir un transfert, il n'avait plus qu'un an de contrat. Donc, c'était difficile pour le PSG de négocier parce qu'ils n'étaient pas en position de force. Mais le montant global des transferts, là, je ne les ai pas en tête, mais si on prend la courbe sur 10 ans, la courbe, elle est exponentielle. La courbe, d'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Dernière question, quels seront en fait tes conseils pour n'importe qui voudra devenir agent de joueur aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur dirais?
C'est ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est difficile. Hein. Il y a tellement de monde sur le marché que c'est difficile. Et déjà, il faut avoir un peu d'argent de côté. Il faut avoir un peu d'argent de côté où il faut trouver un organisme qui va prêter, qui va suivre. Parce qu'il faut se dire que pendant 2, 3, 4 ans, on ne va pas gagner d'argent et on va investir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que quand on est compétent, quand on a une volonté féroce, c'est toujours possible. De Gaulle disait entre possible et impossible, deux lettres et un état d'esprit. C'est vrai, mais c'est très difficile. Donc il faut croire en ses rêves, il faut se battre. Et puis après, il faut faire aussi un bilan et être lucide. Si au bout de 4-5 ans, ça ne permet pas de gagner sa vie, il faut faire autre chose. Ouais, c'est clair. C'est pas un métier facile, ouais. Mais comme tu dis. C'est un métier qui fait rêver beaucoup de monde, mais je peux te dire que c'est tout sauf un métier facile. J'imagine, ouais. Bon, en tout cas, on est à la fin du podcast, mais ce que je voulais te remercier justement de ton temps aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.